accueillir maintenant notre tout premier panel. Je vais donc inviter sur cette scène Philippe Gaudion de LiveU, Regional Sales Manager, ainsi que Patrick Jean, Youth Studio, CEO et fondateur. Je vous en prie, prenez un micro. Quand vous installez, juste un petit point donc, sur ce qu'on va parcourir ensemble. L'idée, c'est de voir un peu les tendances qui façonnent actuellement la production des sports en direct, en termes d'activité, de commerce, ou d'aspects commerciaux, de technologie et d'habitudes de consommation. Pour commencer, je vais m'adresser à Patrick. Bonsoir Patrick, merci d'être là. Patrick, quand on a préparé cette soirée et qu'on a eu cet entretien, je vous ai posé la question de savoir si, selon vous, qu'est-ce qui était essentiel actuellement dans les tendances, et vous n'avez pas hésité une seconde, votre réponse a été l'importance de la data live. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette réponse? Déjà, en quoi c'est tendance? Alors, tendance, en fait, ça va déjà permettre en fait, d'avoir des nouveaux usages. Évidemment aussi de pouvoir piloter en fait, des équipements en fonction des données qu'on collecte et qu'on peut réinjecter directement en fait, dans le contenu qu'on veut mettre à l'antenne. Les premiers exemples, en fait, c'est pouvoir piloter par exemple des caméras par rapport à la position en fait, d'un groupe d'athlètes ou d'éléments qui sont finalement en fait, dans le cadre en fait, des caméras. Ça peut être aussi une virtualisation complète, c'est-à-dire faire finalement un second écran où on a une course. Moi, le meilleur exemple, alors c'est pas un exemple live, mais vous prenez par exemple Wall Street Journal sur les JO, ils ont sorti une petite animation qui était avec des petites figurines qui étaient cartoon, mais qui reprenaient les datas précises en fait de la course du roi Léon. Et finalement, vous regardez ça comme si c'était du direct, alors que ça ne vient pas d'un média traditionnel, mais ça vient d'un média papier. Donc ça, c'est un usage. L'autre, ça va être aussi jouer avec de la réalité augmentée. Le meilleur exemple, c'est la Formule E avec le Fan Boost, où finalement, vous avez des jeunes qui interagissent en déclarant en fait un pilote et qui a un surplus d'énergie par rapport aux autres, et qui va changer peut-être ou pas en fait, la course de cette personne. Donc il y a un tas d'interactions à mettre en place et un tas de nouveaux usages et qui est possible par la faible latence en fait, des données et puis surtout l'intelligence qu'on met en fait, sur ces données parce qu'évidemment ça peut faire beaucoup de données et en mettant des intelligences sur ces données, ça permet de ressortir en fait, des éléments qui sont fondamentaux aussi pour ce qui se passe à l'écran. L'exemple là-dessus, c'était sur du tennis, où par exemple, on avait Serena Williams à un moment qui pouvait gagner et battre un record. Et finalement, si vous ne savez pas le nombre de matchs qu'elle avait gagné auparavant, vous êtes incapable de ressortir en direct ce qui s'est passé. Donc finalement, il y a une profondeur dans la data qui peut être aussi importante, qui n'est pas possible dans tous les sports, mais sur le tennis, avec tout le suivi par la société Hawkeye depuis des années, nous, ça nous permettait de prévoir finalement de faire des analyses pré-match et post-match. Donc du coup, après, évidemment, la data live sur le tennis, c'était aussi est-ce que la balle est à l'intérieur ou pas en fait, du court et tout ce type en fait, de données. On va regarder ensemble et vous allez me dire pourquoi c'est intéressant pour les broadcasters et toutes les personnes qui nous écoutent ici. Mais on va peut-être commencer par une petite vidéo, ce qui va permettre d'illustrer un peu vos propos. Alors quand je parlais de data, c'est ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est finalement un scanner que j'ai développé à partir de téléphone portable. Alors téléphone portable, c'est pas réellement le bon terme puisque en fait c'est des mini-ordinateurs, donc avec un OS qui tourne dessus, sur lequel évidemment on peut faire un tas de traitements images aussi, c'est-à-dire enregistrer en JPEG, en RAW en même temps, appliquer une colorimétrie aussi. Et du coup qui fournit en fait à la fois l'éclairage plus la captation. Donc là pour l'instant on a développé que la partie photo, mais déjà on n'a pas déloqué le 200 millions de pixels en fait sur les téléphones, mais ça permet finalement à partir de photos synchrones de reproduire le modèle 3D de la tête en fait de n'importe qui. Et vous l'avez vu à l'écran, ça fonctionne comme un photomaton, vous avez 10 secondes, vous passez à une personne suivante en fait.
Donc nous, on sort en fait que les photos, parce que derrière, il y a évidemment un tas d'intelligence artificielle qui permettent de générer le modèle 3D. Là encore, on est sur de la data, mais c'est de la data personnelle, puisqu'on sait transférer ça sur un avatar en temps réel, animable, évidemment. Donc en fait, on peut aussi animer avec de la motion capture derrière. Donc quand je disais data live, c'est vraiment au sens large, puisque même la motion capture, on peut faire des événements en direct avec une interaction en studio. Ce qui est clé aussi, c'est le moteur de jeu qui est utilisé, qui est aujourd'hui Unreal, qui est assez répandu au niveau graphique. Ce qu'on oublie, c'est que c'est un moteur de jeu qui est fait pour faire des jeux en ligne. Quand votre enfant joue à Counter-Strike, il joue avec un Australien, avec un Philippin, et en fait, tout ça, c'est en temps réel. Donc c'est déjà optimisé pour le temps réel, et si vous arrivez à injecter de la donnée temps réel à l'intérieur, voilà, vous pouvez faire des expériences dans des studios XR qui peuvent être top. Donc je pense qu'on a compris, on a compris un peu comment ça fonctionnait, en tout cas, on va dire, sur la partie la plus légère de l'explication. En revanche, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que ça fonctionne pour tous les sports? Est-ce que c'est rentable pour tous les sports? Est-ce que ça peut s'appliquer? Alors non, il y a des sports où ça fait complètement sens. Il y a des gens dans la salle avec qui on a déjà travaillé sur Dénoncez-vous. Des compétitions de vélo, pour ne pas nommer le Tour de France, en fait, où on avait mis en place des outils comme ça, en fait, où on avait finalement tous les cyclistes en fait, qui étaient traqués. Et en fait, on a développé à l'époque, alors c'était pas sur Unreal, c'était sur Unity, mais en fait, il y avait juste un journaliste en régie qui choisissait en fait les cyclistes qui étaient traqués. Et évidemment, en fait, l'intérêt aussi, c'était de construire des scénarios avec la partie journaliste pour dire, voilà, s'il se passe ça dans la course, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on montre à l'écran. Et finalement, quand on parle de live, on se dit, ok, c'est un pro-total parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en fait, non, parce que tout est un peu scripté en disant, voilà, s'il se passe ça à l'antenne ou s'il ne se passe rien, on va diffuser ça, tel graphique. Donc là, c'était fluide, en fait. Voilà. Là, on parle de cyclisme. Ouais. La vidéo qui vient juste après, c'est du football. Ouais, alors... La vidéo de football, c'est de la massive mocap qui a été fait avec des combinaisons en fait X-Sense. Donc là, il y avait toute l'équipe. Et faire ça en studio, c'était impossible. Sachant qu'aujourd'hui, on sait aussi ajouter à ces combinaisons en fait finalement un petit module GPS qui va apporter une précision qui est quasiment centimétrique. Donc là, aujourd'hui, les tests qu'on a fait, on est sur du 2 cm x 2 cm. Donc on sait remettre finalement tous les acteurs qui sont sur le terrain avec une précision de 2 cm. Donc ça permet d'avoir une qualité en fait, de données qui est top. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est la facilité d'utilisation aussi de toutes ces technos. Parce que si c'est très compliqué, si ça nécessite aussi beaucoup de personnes, au final ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est d'avoir juste un accès très très facile à la technologie qui peut être compliquée, mais qui est facilité par sa mise en application. Donc ça, évidemment, la liaison, vous la faites avec le scanner qu'il y avait avant, c'est-à-dire on crée les avatars en fait de n'importe quelle personne. On sait l'animer facilement. Quand je vous dis c'est facile, moi j'ai fait une production où finalement j'ai formé mon fils la veille, on a fait la production le lendemain, ensemble. Et ça marchait. Donc du coup c'est accessible à tout le monde. Évidemment il y a des sociétés en France qui font ça avec une meilleure qualité, avec un meilleur niveau. Voilà, on n'est pas sur les mêmes tarifs, on n'est pas sur un accès aussi facile. Si je vous envoie ma fille, ça fonctionne aussi? Pardon? Si je vous envoie ma fille, ça fonctionne aussi? Je pense aussi. Je la connais pas, mais je pense, franchement. Ouais. Bien. Et j'ai une dernière question pour vous. En termes de politique RSE, par rapport à ce que vous faites et vos activités et tout ça, en quoi cette offre, elle est intéressante? Qu'est-ce que vous offrez qui est différent et qui permet de protéger notre planète? Là, c'est d'autres exemples. En fait, je travaille aussi finalement avec des studios XR. Où j'aide en fait à l'intégration et puis au début en fait de cette activité et finalement il y a aussi la connectivité en fait aujourd'hui vous l'avez vu avec l'exemple de Lao juste avant
Finalement, avec l'IP, ça permet en fait de se connecter, de travailler à distance. Là, je vous parle en fait d'un studio qui s'appelle BZH Studio, qui est situé à Vannes, qui est une petite structure en local, mais qui a des outils finalement pointus, qui s'adresse à un marché local en premier, mais qui peut travailler très bien avec des chaînes en fait, qui sont à Paris, puisqu'il y a la liaison. Le meilleur exemple étant que pendant la tempête Kiaran, on devait faire une production en fait, dans ce studio. Train supprimé, impossible d'y aller en voiture. Et finalement, on a tout fait à distance. Moi, j'étais à Paris en supervision. L'opérateur était à Nancy. Le client qui était Ubisoft était à Vannes. Et finalement, c'était la pré-production. On a fait la production la semaine suivante. Et tout s'est bien passé, quoi. Donc en fait, vous êtes en télétravail, quoi. Ouais. En fait, j'étais à Paris, mais j'aurais pu le faire voilà, de Guétari ou de Biarritz. À Vannes. Au bord de la mer. Voilà. Oui, ouais. Ailleurs. Mais donc du coup, lui, en fait, c'est pareil. En fait, il a un label EcoProd. Il fait en sorte aussi que le studio, en fait, respecte certaines normes côté RSE. Et en fait, maintenant, bon, c'est important pour notre futur et pour la planète, quoi. Merci Patrick. On va donner la voix à Philippe. The Voice. Vous chantez aussi ? Non, pas encore. Bon, on verra après le drink. Après le drink, peut-être. Donc Philippe, on vient de voir comment on peut donc enrichir du contenu avec de la data et de la réalité augmentée. Et donc par conséquent, comment on va pouvoir acquérir une nouvelle audience. Vous allez ce soir nous parler de la révolution innovante LiveView. Oui. Quel programme. Alors vous allez nous expliquer comment ça marche. Je crois même que vous avez créé un protocole LRT. Peut-être qu'on commence par une petite vidéo. Oui, il y a une petite vidéo qui va présenter ça. LiveView pioneered video over bonded cellular and invented LRT 18 years ago, setting storytellers free from many of the costs and constraints of live video production, letting them go live from wherever the story is. An alleyway, a moving train, anywhere, easily and reliably. Now, LiveView is proud to announce the next dimension of resilience and performance in cellular bonding and IP video transmission. Welcome to LiveView IQ. If one or more cellular connections in your field unit are underperforming in your current location, LiveView IQ will dynamically and intelligently swap them out for higher performing ones without interrupting your stream. So how does it work? LIQ combines historical data, AI, and eSIMs to always deliver the optimal cellular connection set for your session. So let's break it down. Connection decisioning is informed by our historical transmission data. And these decisions are executed by LiveView Universal eSIMs, working over LiveView mobile data. Thanks to transmission data pulled from over 300,000 shipped SIMs, LiveView has the largest cellular IP video data depot in the world. Our proprietary algorithms leverage this to continuously analyze and optimize cellular operator performance. LiveView eSIMs and LiveView mobile data allow LIQ to seamlessly switch between mobile operators, remove lower performing connections, and replace them with stronger ones, effectively bringing every available cellular operator into the mix. LiveView IQ means that units are no longer limited to using a fixed set of pre-allocated cellular operators. Now, they can intelligently and dynamically select the higher performing operators in your precise transmission location. LRT delivers the best IP bonding experience, and now LIQ complements that with the ultimate in cellular resiliency and performance. With LIQ, you can trust you'll experience the best possible connection every time you turn on a unit, even in rural or congested areas. By constantly optimizing cellular connections and compensating for network fluctuations, LiveView IQ will save you time and money, helping you go live better. Parfait, donc Philippe va nous refaire ça en français en 1 minute. En 1 minute, c'est ça. Non, j'avais pris la vidéo pour éviter de parler trop, mais bon, pour le coup. Pourquoi on parle de révolution en fait donc le métier de LiveView, pour que ceux qui ne le connaissent pas, il y a peut-être une slide qui suit et qui présente un petit peu l'écosystème dans sa globalité. Voilà, c'est ça. Donc ça dit quoi ? Ça dit que
LiveView, comme le dit la vidéo, c'est une technologie qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis 18 ans maintenant. Le principe, c'est quoi? C'est un protocole qui est le LRT, qui a été inventé par LiveView. Le banding, c'est d'agréger différentes techniques de transmission et d'en faire, à travers ce protocole, de garantir un lien entre un outil qui va transmettre la vidéo depuis le terrain et qui va l'envoyer jusqu'à un receveur qui se trouve à distance. Et donc, c'est de garantir d'assurer une fiabilité de la liaison et de garantir que la qualité de la vidéo de départ sera restituée sur la vidéo de restitution. Ça, c'est le métier de LiveView. Et donc, tout le monde le connaît. Enfin, de plus en plus, ces outils-là sont utilisés dans les productions sport, notamment, news pour beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu besoin d'aller un peu plus loin? Et je parlais de révolution et pour faire le lien avec ce que disait Patrick à propos de la data et de l'intelligence dans la data, on a utilisé l'expérience de LiveView depuis 18 ans maintenant, nous a permis de disposer d'un grand nombre de données qui sont stockées, de localisation d'unités sur le terrain, c'est-à-dire dans le monde entier, puisque LiveView a des unités et des cartes SIM qui sont présentes partout. Vous avez vu qu'il y a un chiffre de 300 000 cartes SIM réparties dans le monde. Donc ça, c'est beaucoup de données qui sont là depuis très longtemps. Et cette data-là, il a fallu l'exploiter. Mais cette data ne peut être exploitée que si elle est riche. Donc le nombre d'années a fait qu'on a pu en faire quelque chose. Et pas ce protocole, mais ce nouveau service qui vient au-dessus de la donnée, qui est décrit dans cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'on dit à l'unité qui est sur le terrain, elle, qui est connectée à un serveur dans le cloud, on lui dit, voilà, toutes ces données-là, elles sont à ta disposition pour que toi, dans ta connectivité sur le terrain, où tu vas te raccrocher, toi, l'unité, à ce que tu as autour, et en particulier la connectivité cellulaire, donc les différents opérateurs qui sont présents. Le protocole le fait, quels que soient les opérateurs, ça va se connecter au bon en fonction de ce que la carte SIM donne comme information à l'unité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On change un peu le système, on dit, nous, on va mettre des cartes eSIM à l'intérieur de nos unités que l'on peut piloter nous-mêmes. Et elles vont recevoir quoi comme information? Elles vont recevoir une information qui vient d'en haut, donc du cloud, pour lui dire, à tel endroit, basé sur mes données historiques de localisation et de connectivité meilleure à cet endroit-là, quels sont les meilleurs à cet endroit-là? On va dire à la carte SIM, connecte-toi à tel opérateur, c'est là que tu auras le meilleur résultat. Et qu'est-ce qu'on mélange? De la data et de l'intelligence artificielle. Donc en fait, pourquoi on dit que c'est une révolution? Parce que ça ne s'est pas fait, ça encore. Et qu'est-ce qu'on va garantir à nos clients à partir de ça? Dans le schéma qui est celui-là, déjà, la promesse, c'est de dire, on vous garantit que vous allez, dans un milieu qui n'est pas a priori simple, c'est-à-dire en mobilité, vous êtes sur le terrain, vous avez une image à transmettre, donc soit il y a de la foule, soit il n'y a pas beaucoup de couverture, soit, voilà, c'est donner un petit peu, enfin, c'est ce contexte un peu complexe. LiveView, son métier, c'est de dire, nous, on vous garantit que ça va passer, sauf s'il n'y a absolument rien, mais s'il y a un minimum, on s'assure que ça va passer. Soit vous allez avoir la priorité de la qualité, soit vous allez avoir la priorité du délai, soit vous allez avoir les deux, en fonction de ce qui se passe. Mais en tout cas, la vidéo que vous allez faire là, elle va vous arriver. Et là, avec cette innovation qui est proposée et qui va arriver là, sur le marché, on garantit à nos clients qu'on va avoir encore plus cette qualité et cette rapidité, parce qu'on va avoir une meilleure connectivité un peu partout. Donc ça, c'est nouveau. Et data et intelligence artificielle permettent de rendre ce nouveau service. Donc Philippe, si on se parle entre vétérans, qu'est-ce qui est, grâce à votre nouveau système innovant, qu'est-ce qu'on fait plus qu'on faisait avant? Qu'est-ce que ça offre? Alors on ne fera pas plus ce qu'on faisait avant, mais ça va offrir, puisqu'on parle de sport. Dans le sport, en fait, vous avez tout un tas de configurations différentes et toutes les personnes qui sont là les connaissent bien. Vous avez des événements sportifs qui sont sur des sites fixes. On a bien vécu ça avec les Jeux Olympiques, notamment, où là, vous allez avoir des problèmes des questions de connectivité qui vont se poser à partir d'un site fixe. C'est un peu moins compliqué que des captations de sport qui sont sur des épreuves itinérantes. Donc, on a parlé du cyclisme.
Donc voilà. J'ai un très bon use case. Ouais. C'est finalement en fait ce qu'on faisait avant. C'est quand on envoyait des équipes sur place, il fallait absolument qu'on trouve un point d'injection pour faire remonter les images. Donc ce qui se passait, c'est que généralement on injectait les images sur une station en fait qui était portable, qu'on utilisait on-site. Et après avoir monté le sujet, on envoyait ça en fait dans une chaîne, pour faire simple. Là aujourd'hui, ça permet directement de mettre ça dans le cloud, de pouvoir, à partir de tous les sites locaux en fait, des chaînes, pouvoir accéder en fait, à ce média en même temps que la personne qui est on-site. Donc c'est un gain de temps évidemment dans les process de post-prod et finalement de mise à l'antenne en fait, des médias dans les émissions ou dans les lives. Voilà. Oui, clairement, c'est ça. Et c'est cette mise à disposition immédiate. Alors, comme on le disait, ça le fait quasi déjà. Immédiate avec le délai de traitement. Et là, on va aller encore plus loin avec ça. Et qu'est-ce qu'on ne faisait pas et qu'on va pouvoir faire? En fait, c'est tout l'enjeu de cette technologie-là et tous les besoins qui sont en train d'augmenter. On peut se dire, on fait aujourd'hui, on produit du sport à partir du terrain, on met des moyens de transmission, des moyens de captation, des moyens de transmission et des moyens de réception. L'enjeu, et tout le monde le dit dans les présentations d'avant qui ont été faites juste avant et puis dans l'introduction qui a été faite, en fait, l'enjeu, c'est de faire plus, de faire pour un peu moins de moyens, d'être plus écologique. Voilà. Mais il y a le faire plus. Et le faire plus, c'est de se dire, il y a des événements qu'on voudrait bien couvrir et qu'on ne couvre pas parce que des moyens traditionnels ne le permettent pas de manière simple. Et là, on arrive quand même à rendre des services avec une solution comme ça. On va dire que maintenant, ça devient une solution traditionnelle et ce qu'on propose devient une solution innovante. Donc avec l'innovation, on va aller beaucoup plus loin. Mais déjà, rien qu'avec une solution de ce type-là, on arrive à couvrir beaucoup de choses qui sont parce qu'on parle beaucoup des grands événements. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des petits, des moyens, des grands et des très grands. Et en fait, cette technologie, ces services-là, ils s'adaptent à l'ensemble de ce marché. Merci pour la transition. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez fait sur les jeux? Vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, bien sûr. Alors sur les jeux, il y a beaucoup d'intervenants qui sont là et qui ont été sur les jeux. On est tous, je pense, à avoir contribué à la réussite d'un point de vue pas que technologique, mais si c'est sur le plan technologique. Ce que vous voyez là, cette configuration-là d'un caméraman avec une unité qui va transmettre son image. Le caméraman, en fait, il est venu à Paris les mains dans les poches, en fait. C'est ça le gros truc, c'est que pendant les Jeux Olympiques, il y avait à peu près 1000 unités de ce type-là qui étaient réparties sur l'ensemble des Jeux. Et voilà. 1000 unités, pourquoi? Parce que les chaînes de télévision étrangères, que vous connaissez tous, qui sont venues ici, sont arrivées en disant nous, on va envoyer un cadreur qui va pouvoir filmer ce qu'on va lui demander de filmer et sans avoir de moyens disponibles sur place. Et donc, localement, sur les jeux, ils avaient la possibilité d'aller récupérer une unité ou la changer s'il y avait un problème avec des services qui étaient de LiveView qui étaient implémentés à Paris, installés à Paris. Et voilà, ils sont partis, ils sont arrivés, ils ont pris leur unité, ils sont partis, ils ont laissé l'unité, ils sont rentrés chez eux. Donc ça, pour la majorité des cas, pas tous. Il y en a qui ont fait des plateaux, heureusement. Il y a quand même des choses qui restent grosses, mais pour des captations qui sont de la proximité. Je veux aller filmer un athlète, si j'ai les droits pour le faire, bien évidemment. Je veux aller filmer un athlète, je veux aller filmer des à côté. Je veux pouvoir aller me balader autour des sites des jeux pour faire du contenu, du news, du sport. Voilà, là on est dans cette Donc vous êtes un game changer. Moi personnellement, toute petite contribution, mais oui, la technologie est un game changer. Puis faciliter en fait, faire le avant-après. Avant, fallait trouver le point d'injection, fallait avoir le créneau si on était en retard, fallait décaler. Enfin, c'était pas un cauchemar, mais c'était compliqué. Là, au moins, ça part directement. Et voilà. Si tout se passe bien, ça arrive. Et c'est directement intégrable dans les montages et dans les lives, donc plus facile. C'est qu'en gros, on répond à la question de ce qu'on fait aujourd'hui, comment le faire à des coûts plus faibles,
Ah, il y a aussi ce dont tu parlais aussi dans ta présentation, il y de avait la facilité les coûts de d'utilisation. transmission aussi, facilité d'utilisation. Et la facilité C'est vrai d'utilisation. que l'IA qui permet les différentes connectivités aussi, c'est plutôt intelligent, donc c'est bien. Quand on parle de changer un peu les choses, c'est qu'effectivement, il y a s'adapter à tout ce qui est tout le contexte d'opérateurs techniques, d'exploitants qui sont différents, qui arrivent avec une autre mentalité, qui vont s'adapter à des outils nouveaux, etc. Donc ça, c'est un fait. On change, on apporte des solutions à un marché qui change. Et c'est plutôt ça, en fait, la vérité. Et si je veux être désagréable, on parle de votre empreinte carbone ou pas ? Voilà, avec ce qu'on a dit, on y répond de fait, puisqu'il y a un peu moins de... Sur certaines productions, forcément, on envoie, comme je vous disais tout à l'heure, avec les cadreurs ou les caméramens, ou même les journalistes, enfin voilà, les équipes étrangères qui arrivent sur les JO les mains dans les poches. Là, on ne peut pas faire, en envoyant une personne ou deux personnes, on ne peut pas faire plus efficace en termes d'écologie que ça, par rapport à des moyens traditionnels. Avant de vous poser la dernière question à tous les deux, évidemment, on peut retrouver Philippe à son stand lorsque vous pourrez sortir et boire un verre. Vous avez 2-3 petites explications disponibles pour qui est intéressé. Donc ma dernière question, elle concerne l'IP, le standard 2110. Juste pour rappel, ce standard de diffusion sur IP, il a été officialisé seulement en 2017. C'est pas encore tout à fait généralisé, mais ça remplace petit à petit le SDI dans les applications broadcast. Il a été donc conçu pour transporter les réseaux informatiques sur des signaux non compressés et séparés selon leur type. Donc là, je m'adresse à tous les deux. Est-ce que ce standard se démocratise aujourd'hui dans l'industrie ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur les applications actuelles ? Et est-ce que ça a aidé sur les jeux ? Grosso modo, on a 1 minute 33. De mon côté, les jeux, je les ai regardés pour une fois. C'est les seuls jeux sur lesquels j'ai pas travaillé. Non, en fait, pour faire simple, déjà, on conserve une qualité. On est de toute façon en informatique, donc évidemment, si on peut, on ne compresse pas déjà. Le meilleur exemple, c'est par exemple l'Eurovision avec finalement des serveurs qui alimentent les murs de LED en fait en IP plutôt qu'en SDI ou en HDMI. À chaque fois qu'on passe par du SDI, HDMI, évidemment, on a aussi des pertes. Quand on compresse tous les anciens 4.2.2, 4.2.0, on sait qu'on perd des informations dans l'opération. Là, au moins, ça permet de passer tout droit. Et puis surtout, ça permet aussi de faire la remote production, c'est-à-dire avoir des équipements qu'on pilote à distance avec de très faibles en fait, latences. Pareil, c'est des événements où finalement, vous allez avoir des opérateurs qui restent dans un centre d'opération avec quelqu'un sur place qui va installer des caméras qui sont pilotables à distance, par exemple. Donc ça permet d'avoir une souplesse en fait énorme aussi en termes de travail. Philippe ? Je rajouterai rien sur le 2110 en tant que tel, mais ce qui est 2110, c'est de l'IP. Et en fait, tout ce qu'on dit ce soir, je pense que c'est l'IP qui arrive. Nous, on est de toute façon, chez LiveView, il n'y a pas un câble SDI, si ce n'est entre la caméra et l'unité, et éventuellement en sortie de serveur. Donc déjà, l'IP... Alors, les serveurs peuvent être 2110, on a des modèles 2110. Donc, c'est-à-dire qu'on s'adapte aux besoins des clients qui sont, quand le signal arrive chez moi, je veux pouvoir le transmettre, enfin l'injecter dans mon workflow en 2110. Donc ça, on est prêt à ça, nous, technologiquement. Mais en fait, l'IP, c'est déjà natif chez LiveView, parce que depuis toujours, LiveView fait de l'IP, puisque du coup, on est sans fil. Enfin, sans fil, en tout cas, sans fil SDI, je veux dire. Donc, c'est tout l'intérêt de la chose. Donc voilà, le 2110 est un des points, mais le vrai sujet, c'est l'IP, en fait. Merci Philippe, merci Patrick. On vous retrouve évidemment autour d'un verre. C'était très intéressant, merci à vous. Je vous laisse vous rasseoir. Merci.